Jérémy s'apprête à se rendre à Mayotte pour visiter le centre de redressement créé récemment par le nouveau gouvernement. Pendant le vol, il se remémore les événements passés avec sa cousine Juliette et son ami Thomas. Bien calé dans son siège en classe économique, un peu à l'étroit, Jérémy posa sa tablette sur ses genoux. Il savait que son vol durerait plus de 10 heures. Il avait donc téléchargé, pour s'occuper pendant le voyage, les 5 saisons de La Servante écarlate en version originale. Depuis le repas d'anniversaire de sa mère, il avait très envie de revoir la série et ce voyage lui en offrait l'occasion. Seulement, son esprit vagabondait beaucoup trop pour apprécier à sa juste valeur le parcours de l'héroïne qui lutte contre le régime totalitaire de la République fictive de Gilead. Quelques jours avant son départ, sa cousine lui avait fait part de ses découvertes sur ses origines paternelles. Ses révélations et sa suggestion de mariage trottaient encore dans sa tête. Face à son insistance, il avait fini par lui avouer son homosexualité. Il était malgré tout préoccupé, car Thomas avait très mal réagi lorsqu'il l'avait informé de la proposition de Juliette. Il se refit le film de la fin de leur conversation dans son appartement. « Je m'inquiète beaucoup pour toi, Tommy. Je crois que le copain de Juliette, ce Gabriel, est affilié au parti de Muselin, puisqu'il est délégué du SPT dans sa boîte. Un soi-disant syndicat, mais plutôt un organe de propagande, à mon avis. Oh, toi et ta politique. Bon, ils savent que je suis gay, et alors, qu'est-ce que je risque ?» L'attitude désinvolte de son ami avait un peu exaspéré Jérémy. « Si tu le dis, j'espère que c'est toi qui as raison. Il faut quand même que tu saches ce que Juliette m'a confirmé. Un décret interdisant le célibat va bientôt être publié et, tiens-toi bien, elle a suggéré de m'épouser. Moi, je me fiche complètement de cette histoire de célibat. Mais toi, tu vas résister à la proposition absurde de ta cousine, n'est-ce pas ?» Avec un grand soupir venu du fond de sa poitrine, Jérémy avait répondu avec sincérité. « Ben, je ne sais pas, figure-toi. » Thomas lui avait alors lancé un regard interloqué en rougissant. Il s'était levé du canapé en même temps, manifestement blessé. « Ah, tu ne sais pas. Un mariage avec une fille, toi. Et moi dans tout ça ?» Jérémy s'était levé aussi et l'avait saisi par l'épaule doucement en lui faisant face. Pas très sûr lui-même de la décision à prendre, il voulait tester la réaction de Thomas. « Un mariage blanc, je te le rappelle, mon Tommy. Juliette sait très bien ce qu'il en est pour nous maintenant. Ça ne nuirait pas à notre relation, ce serait juste une cohabitation. » Thomas s'était dégagé brusquement de l'emprise de Jérémy. Il s'était ensuite dirigé vers la porte, à grands pas pressés, et au moment de l'ouvrir, avait lancé ces derniers mots qui taraudaient Jérémy. « Réfléchis bien, Jéry. Moi, je te préviens, je ne suis pas prêt à supporter ce genre de situation scabreuse. Salut !» Les deux amis ne s'étaient pas revus avant le départ de Jérémy. Ce dernier avait tenté de le joindre, en vain, en sonnant chez lui, et puis par téléphone, messages vocaux et SMS. Thomas l'avait exclu, sans discussion. Jérémy en souffrait. « Je n'ai même pas eu l'occasion de m'expliquer, pensait-il, dans cet avion bondé et bruyant qui le conduisait vers son prochain reportage. » D'autres réflexions vont perturber le vol de Jérémy. Nous le retrouvons à son arrivée à Mayotte. À son arrivée à l'aéroport de Daoudzí, sur l'île mahoraise de Petite-Terre, Jérémy récupéra le véhicule tout-terrain loué pour lui par l'organe de presse. Il était 5 heures de l'après-midi et le soleil tropical, pourtant sur son déclin, déversait une chaleur intense, à peine tempérée par les alizés. Le brusque changement de climat accentuait la fatigue physique de notre reporter après son long périple. Avant de pouvoir prendre quelques repos, il devait se rendre à Mamoudzou, sur la principale île de l'archipel, Grande Terre. Il rejoignit donc le quai, où il devait embarquer sur un amphidrome, un nom étrange pour cette espèce de petit ferry qui peut circuler indifféremment d'avant en arrière et qui dispose d'une rampe d'accès pour les véhicules à chaque extrémité. La traversée du lagon ne dura qu'une vingtaine de minutes et s'avéra sans encombre. Quelques souvenirs de son enfance à Madagascar affleurèrent à son esprit. Il reconnaissait ici des physionomies semblables à celles de Louve et de ses copains d'école, les mêmes shorts, t-shirts et tongs pour les gamins, les mêmes sourires sur les visages. L'île Rouge n'était pas si loin après tout.
Moins de 400 kilomètres à vol d'oiseau pour les côtes les plus proches. Une vague nostalgie le submergea un instant. Il s'installa dans sa chambre d'hôtel, assez simple, mais équipée d'une douche bienvenue, vers laquelle il se précipita avant de ressortir pour se sustenter un peu. Au restaurant de l'hôtel, il se régala d'un poisson grillé accompagné de bat-bat, une spécialité locale à base de manioc et plutôt pimentée. Trop fatigué, il se coucha tôt, après avoir repéré le trajet pour Vaïbé, à une dizaine de kilomètres de Mamoudzou. À 8 heures le lendemain, Jérémie emprunta la nationale qui longeait le lagon sur environ 3 kilomètres. La circulation s'avérait dense dans cette zone très peuplée de l'île. Son rendez-vous était prévu à 10 heures. En chemin, il put constater que la ville montrait encore, 6 ans après, des traces du cyclone inédit qui avait dévasté l'archipel en décembre 2024. La reconstruction avait duré plusieurs années et les bâtiments en dur avaient été privilégiés. Cependant, certaines zones des bidonvilles étaient restées en l'état. Des tas de tôles enchevêtrées, parmi lesquelles certains avaient tout de même érigé quelques abris de fortune. Le gouvernement de l'époque avait pourtant promis la fin des bidonvilles à Mayotte. Mais quelle autre solution restait-il pour les plus démunis des Mahorais ? Jérémie pestait face à l'immobilisme de l'État qui laissait perdurer une pauvreté inadmissible à ses yeux dans un pays aussi riche que la France. Il bifurqua ensuite sur une petite route qui serpentait dans des collines, autrefois boisées, jusqu'au village de Vaïbé, partie intégrante de la commune de Mamoudzou. Le panorama était désolant. La végétation avait commencé à reprendre ses droits, mais les silhouettes des arbres déchiquetés par la violence du cyclone conféraient un aspect fantomatique au paysage. Jérémie savait combien la forêt était une richesse pour les habitants. C'est dans la forêt qu'ils cultivaient les jardins mahorais, des petites parcelles de culture vivrière. Sous les manguiers et les cocotiers poussaient des bananiers et encore en dessous le manioc et autres ressources de base de l'alimentation locale. La pauvreté du village transparaissait dans les habitations précaires, parfois de simples cubes en parpaing, encore couverts de tôle, malgré les risques, et dans un entretien des rues manifestement indigent, au vu des détritus qui les encombraient. Il avait rendez-vous près de la mosquée avec l'aide de camp du colonel Vasseur, qui dirigeait le centre de redressement. Il repéra facilement l'édifice grâce à son minaret. Un jeune homme blond, en uniforme, au visage poupin, l'attendait à côté d'une Jeep couleur sable. Il se présenta avec le salut militaire réglementaire, caporal Langlois. Jérémie suivit le véhicule jusqu'au centre, sur des petits chemins non asphaltés et non répertoriés par son GPS. Il laissa sa voiture sur le parking, bien goudronné de frais, qui faisait face à un haut mur de béton, surmonté de barbelés en rouleau, et il monta dans celui de son accompagnateur. Sur la gauche comme sur la droite, les extrémités du mur d'enceinte étaient invisibles. Ça a l'air immense. Interrogé, le caporal lui précisa que la longueur du mur dépassait le kilomètre. Aucune enseigne ne figurait au niveau de la porte blindée qui sécurisait le lieu, à l'exception d'un écriteau avec la mention « Zone militaire interdite ». À l'instant même où cette lourde porte s'ouvrit en coulissant, un puissant vrombissement surprit Jérémie et il sursauta. Son chauffeur s'en amusa et lui indiqua qu'un avion venait de décoller du petit aérodrome contigu au centre. Jérémie s'en étonna. « Un aérodrome ici ? Vous savez peut-être que nous recevons des détenus de l'Hexagone. Le transport aérien s'impose donc. Des appareils militaires ? En effet, puisque le camp est géré par l'armée, sous le contrôle du ministère de la Sécurité. » Lors de cette visite, Jérémie va tenter d'en découvrir davantage sur ce centre de redressement en questionnant le colonel et son aide de camp.